chaque bouteille, elle a une vie unique. Donc je contrôle quelques échantillons tous les matins. Toutes les bulles ne sont pas semblables. Bonjour à tous, c'est en France exclusivement que l'on produit du champagne. Et nous sommes aujourd'hui à Reims, au cœur de ce terroir de Champagne qui donne son nom à ce vin pétillant, symbole de fête dans le monde entier. Vous serez surpris d'apprendre que le champagne tel que nous le connaissons n'existe que depuis le 19e siècle. On va commencer par jeter un œil sur ses origines. À partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, les Romains plantent les premières vignes en Champagne. Au fil des années, ces vignobles sont entretenus et soignés par le clergé, chargé de produire le vin. Au milieu du XVIIe siècle, un vin blanc champenois conçu à partir de pinot noir fait son entrée à la cour du roi. Et le 7 juin 1654, lors de l'avènement de Louis XIV, le champagne devient officiellement le vin des sacres. Il faut encore du temps pour arriver au breuvage que l'on connaît aujourd'hui. À cause du climat du Nord, les grains de raisin ont du mal à arriver à maturité. La fermentation du vin s'arrête assez vite et lorsqu'elle reprend au printemps, le gaz généré fait éclater les tonneaux. Les Français se démènent pour se débarrasser de ces bulles, mais de l'autre côté de la Manche, les Britanniques, eux, en raffolent. Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que les Champenois trouvent enfin l'équilibre entre le sucre et le gaz carbonique pour assurer la bonne prise de la mousse de champagne. C'est un grand pas vers l'industrialisation de la production. Les 320 maisons de champagne produisent aujourd'hui 295 millions de bouteilles par an. Et à l'étranger, ce sont les Britanniques qui en consomment le plus. Voilà pour l'histoire du champagne. Nous allons maintenant voir comment se fabrique, selon la tradition, ce breuvage. Et pour cela, nous allons pousser la porte de la plus ancienne maison de champagne, la maison Ruinart, fondée en 1729. Suivez-moi. La visite commence sous terre, dans l'ambiance humide de ces carrières de calcaire, converties en cave à la fin du XVIIIe siècle. Ici, des milliers de bouteilles reposent pendant au moins 12 mois à la lumière tamisée des ampoules à sodium, un éclairage plus fort risquant de leur donner un goût de lumière, à savoir de chou fermenté. Après ce long repos, les bouteilles rangées sur ces pupitres en bois sont tournées à la main pendant 3 à 4 semaines. Si vous voulez Pablo Lopez est chargé de lire le vin à la bougie pour distinguer le dépôt de fermentation. Donc au moment du tirage, on rajoute des ferments dans le vin. Ces ferments vont avoir pour but de venir manger le sucre restant dans la bouteille, qui va favoriser la fermentation alcoolique en bouteille. Une fois que les ferments ont mangé tout le sucre restant, ils meurent. Donc le but du remuage est d'emmener tout le dépôt vers le col. Avec précision, Pablo peut conduire jusqu'à 40 000 bouteilles par jour. Viendra ensuite le moment d'éjecter le dépôt. Aujourd'hui, l'étape de dégorgement est en grande partie robotisée, mais pour les cuvées d'exception, Pablo procède toujours à la main. Je vais me servir de la bulle, ici, pour faire expulser le dépôt de la bouteille. On perd très peu de champagne, quelques centilitres, mais ça va être comblé par la liqueur d'expédition. C'est des vieux vins de réserve avec un peu de sucre, ce qui va apporter le goût de chaque marque, chaque maison. Une fois rebouchées, les bouteilles reposent encore en cave avant de revenir à la surface. C'est ici qu'elles sont nettoyées, vérifiées, étiquetées et scellées avant d'être expédiées aux amateurs de bulles à travers le monde. Et quand on parle de bulles, peu d'experts sont mieux placés que Gérard Liger-Belair pour en saisir toute la complexité. Ce physicien en a fait sa spécialité. Nous le rejoignons dans son laboratoire à l'Université de Reims. Gérard Liger-Belair, bonjour. Bonjour. Nous sommes devant l'un des outils qui vous sert à analyser les bulles. Expliquez-nous, celui-ci sert à quoi ? Alors ça, c'est un outil qui a été développé par notre étudiante en thèse, donc qui a travaillé 3 ans pour concevoir cet ensemble. Le but du jeu, en fait, est de doser les gaz qui se retrouvent dans l'espace de tête d'un verre une fois qu'il a été servi. Et alors, quel est le rôle des bulles dans le champagne, dans sa dégustation ? Alors la bulle, elle fait plein de choses. D'abord, visuellement, elle capte l'attention du dégustateur, ça a un rôle énorme. Ensuite, d'un point de vue plus ce qu'on appelle organoleptique, c'est-à-dire qu'elle va capter les arômes, les ramener à la surface et au moment où elle éclate, elle va libérer ses arômes. Donc si vous voulez bien percevoir les arômes dans un vin effervescent, il faut forcément qu'il y ait des bulles et qu'elle joue ce rôle-là.
Est-ce qu'on peut agir en tant que scientifique sur la bulle de champagne? Est-ce qu'on peut la rendre plus fine? Est-ce qu'on peut les rendre plus effervescents, ces champagnes? Quelle est la marge de manœuvre sur les bulles? Oui, il y a des leviers possibles. Alors les bulles se forment au moment de ce qu'on appelle une deuxième fermentation alcoolique en bouteille. C'est-à-dire que vous avez une bouteille fermée dans laquelle on va rajouter du sucre et des levures qui vont fermenter et qui vont produire de l'alcool, mais aussi du dioxyde de carbone. C'est ce dioxyde de carbone qui va être responsable de la formation des bulles. Donc un des leviers possibles, c'est de mettre plus ou moins de sucre à cette étape-là pour produire plus ou moins de gaz carbonique. Et selon que vous aurez plus ou moins de gaz carbonique, vous allez avoir des bulles plus ou moins fines. Comment est-ce qu'il faut déguster le champagne? Est-ce qu'il vaut mieux le boire dans une flûte ou dans une coupe? J'ai envie de dire, on le boit dans ce qui nous fait plaisir. Ça, c'est la chose la plus importante. Alors, par exemple, ça, c'est une forme de verre que vous allez voir de plus en plus en Champagne. Elle est de plus en plus généreuse. On s'éloigne complètement de la flûte très étroite qui était très à la mode dans les années 90-2000, et pour une bonne raison. Je ne parle pas du tout de l'esthétique qui ne se discute pas, mais en fait, les flûtes extrêmement étroites, elles ont le problème qu'elles vont concentrer le gaz carbonique. Et c'est très mauvais de concentrer le gaz carbonique parce que ça fait ce qu'on appelle la piqûre carbonique. On dit à tort que le gaz carbonique est inodore, mais en fait, ce n'est pas vrai. Quand vous dépassez un certain seuil, vous allez provoquer une piqûre très désagréable parce que la molécule de gaz carbonique va activer tous les récepteurs que vous avez dans le nez et vous allez avoir un sentiment de recul immédiat parce que vous êtes vraiment agressé au niveau de votre nez. Donc un champagne dans une flûte, Exactement. Ça pique. Et ben malheureusement, il va vous provoquer la piqûre carbonique et dès que vous avez la piqûre carbonique, vos récepteurs ne sont plus disponibles pour ressentir les arômes. Donc c'est extrêmement déceptif. Du coup, il faut éviter les flûtes très étroites. Alors à l'inverse, il faut aussi éviter les coupes qui sont très évasées. Alors là, dans les coupes évasées, vous n'avez pas la piqûre carbonique parce que le gaz, il va pouvoir occuper tout l'espace. Mais le problème, c'est que vous allez aussi diluer les arômes. Donc ça va vous paraître plutôt pauvrement aromatique au nez et c'est plutôt déceptif. C'est pour ça que les formes maintenant intermédiaires sont bien meilleures en fait. Et concernant le contenant, la bouteille, Oui. On dit souvent que le champagne est meilleur en magnum. Pourquoi ça? Alors, c'est vrai. Alors, non seulement il est meilleur en magnum, mais il est même meilleur dans le contenant plus grand qu'on appelle le Jéroboam. Si vous augmentez le volume de la bouteille, vous allez faire en sorte que le champagne va pouvoir vieillir beaucoup plus longtemps. Et ça se comprend très facilement. Vous allez avoir une petite ouverture au niveau du bouchon qui va permettre des échanges avec l'atmosphère. Alors un vin, on veut qu'il s'oxyde un petit peu, c'est-à-dire qu'il va un petit peu jouer avec l'oxygène, mais pas trop, parce que s'il s'oxyde trop, il va devenir plutôt mauvais au niveau de ses arômes. Si vous utilisez un grand contenant, vous avez à votre disposition un grand volume de liquide qui va mettre beaucoup plus de temps à s'oxyder que si vous avez un petit volume de liquide. Donc un magnum pourra vieillir beaucoup plus longtemps qu'une bouteille standard, par exemple. Qu'est-ce qui est important dans le champagne? Vous avez dit tout à l'heure le climat ou le terroir? Ah ben c'est tout ça en même temps, et c'est le savoir-faire. Donc c'est tout cet ensemble de choses un petit peu impalpables qui fait qu'au final, vous avez un produit fini digne de ce nom. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Même si ce terroir de Champagne est unique, les grandes maisons exportent leurs vignes et leur savoir-faire. Le vin ainsi produit ne sera pas du champagne. L'appellation est strictement contrôlée. Un comité y veille jalousement. Reportage de Florence Gaillard. Il est le président d'une des maisons de champagne les plus connues. Et pourtant, c'est dans un pub anglais que nous rencontrons Pierre-Emmanuel Tétinger. L'Angleterre est le premier importateur de champagne au monde, mais sa consommation d'autres vins effervescents est à la hausse. Alors il y a 2 ans, Pierre-Emmanuel Tétinger a décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure avec un ami anglais. Nous avons planté 40 hectares de vignes ici à Shilham, dans le Kent, dans le but de produire un jour un sparkling wine, un vin effervescent de très grande qualité. Surnommé le jardin de l'Angleterre, le Kent est une région très fertile qui, d'après cet associé de Pierre-Emmanuel Tétinger, a de nombreuses similitudes avec la région Champagne. Dans le Kent, la géologie est quasiment la même qu'en Champagne. Le terroir est composé de craie et de silex et c'est parfait pour le chardonnay et pour le vin en général. Du chardonnay, du pinot noir et du pinot meunier, mais pas de champagne en vue. Le vin anglais produit par Tétinger s'appellera d'ailleurs Évremont. Tétinger n'apparaîtra pas sur les étiquettes d'Évremont parce que Tétinger c'est du champagne et Évremont c'est une autre aventure de vin effervescent anglais. Pas de mélange des genres, car il n'est de champagne qu'en Champagne, dans le nord de la France.
34 000 hectares de vignes autour de Reims, Épernay et Troyes peuvent se prévaloir de cette appellation. Pendant 20 ans, Bruno Paillard a veillé à ce qu'elle soit respectée en France comme à l'étranger. Champagne, c'est d'abord une garantie d'origine. Deuxièmement, c'est une garantie de technique. C'est-à-dire que chaque bouteille, elle a sa propre vie, elle a eu sa propre fermentation, son propre vieillissement, qui est souvent très long. Chez moi, ça commence à un minimum 42 mois de bouteille avant d'arriver chez le client. Des clients fascinés depuis toujours par le champagne. Dans les années 90, le couturier Yves Saint Laurent a voulu lancer un parfum doté du nom magique, mais le comité Champagne l'en a empêché. Tout était fait pour utiliser l'image du champagne. Est-ce que nous pouvions, nous, la Champagne, autoriser à M. Berger Saint-Laurent à déposer privativement pour lui seul le mot champagne, même dans une autre catégorie que les vins? C'est juste inacceptable. C'était du vol manifeste. Et d'ailleurs, ça a été jugé comme tel. Un nom aujourd'hui respecté partout dans le monde, sauf aux États-Unis, où la loi ne défend pas les appellations d'origine contrôlée. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24. C'était un programme électrisant avec les modèles électriques Hyundai et leur batterie garantie 8 ans. Hyundai. Vous avez partagé un moment d'émotion en regardant votre programme avec 1000.